messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à ce débat consacré ce soir à l'apport des médias dans la prévention et lutte contre l'extrémisme violent et la promotion de la paix. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir monsieur Abakar Abbas. Il est le directeur de la radio Al-Quran. Bonsoir. Merci. Soyez le bienvenu sur le plateau. Merci. D'accord. Également de la partie ce soir, monsieur Ahmad Adoum. Il est le représentant de l'Observatoire des médias et de la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Bonsoir. Bonsoir, Ira. Soyez le bienvenu sur le plateau. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Voilà. Et le directeur pays d'école Access Tchad est également sur ce plateau. Bonsoir. Monsieur Clément Sianka. Comment allez-vous? Je vais très bien. Soyez le bienvenu sur le plateau. Merci. Voilà, je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que nous parlons ce soir de l'apport des médias dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et la promotion de la paix, qui est une initiative du projet Voix de paix. Et c'est donc par rapport à la journée mondiale de la radio qui s'est déroulée le 13 février. Le projet Voix de paix a tenu à revenir sur ce thème qui est d'actualité. Alors je vais m'adresser à M. Clément Sianka. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de l'extrémisme violent dans notre pays? Quelles sont les régions ou les villes qui sont beaucoup plus concernées? En bref, qu'est-ce que vous savez de l'extrémisme violent? Parler de l'extrémisme violent comme une introduction, c'est trop vaste et en même temps c'est difficile de résumer. Ce qui est sûr, c'est un phénomène étranger au Tchad. Malheureusement, ça nous est tombé dessus. Nous connaissons, pour le cas du Tchad, nous connaissons le mouvement Boko Haram, qui est donc qualifié comme un mouvement extrémiste, pas seulement extrémisme violent. Et du coup, en le nommant, beaucoup comprennent déjà un tout petit peu ce que ça veut dire, extrémisme violent. L'extrémisme violent en soi n'est pas un problème jusqu'à ce que pour qu'il y ait réellement un problème, il y a une idéologie qui est cachée derrière. Sinon, la violence existe dans la vie quotidienne. Donc ça, ce n'est pas l'extrémisme violent. Pour que nous puissions donc le cadrer dans le cadre de notre projet, ou plutôt de la définition réelle, il faudrait qu'à côté de cet extrémisme, il y ait la violence. Et derrière cette violence, il faut qu'il y ait une idéologie qui amène à ce que justement les personnes qui sont dans cette catégorie raisonnent, utilisent l'extrémisme violent pour essayer de passer une idéologie que eux seuls sont capables de définir. Après, nous sommes d'accord, oui ou non, avec l'idéologie, ça c'est autre chose. Mais nous pouvons simplement dire que dans la définition, et là aussi c'est pour ça que je dis c'est très vaste, aujourd'hui on a beaucoup de terminologies qui sont en train d'être étudiées dans la région pour permettre justement et que nous ne soyons pas simplement... Vous parlez de la région? Quelle région? Quand je parle de région, c'est région Afrique francophone. D'accord. Pour permettre à ce que justement les terminologies qui sont utilisées, nous ayons plus ou moins la même définition et qui existent. Parce que avoir les définitions terre à terre de l'extrémisme violent et de tout ce qui va avec, si nous le prenons dans le sens de l'Europe, de l'Asie, il y a des composantes qui diffèrent et finalement tout ce qui intervient dans le projet extrémisme violent se sont dit il faudrait que nous essayions d'africaniser, j'exagère peut-être dans le terme, d'africaniser certains concepts, certaines définitions pour permettre à ce que justement les hommes des médias, lorsque nous allons dire qu'est-ce qu'un terroriste, que nous tous nous ayons une idée et la même définition que
chacun va définir d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a ce travail qui est en train d'être finalisé et ça regroupe tous les pays francophones qui sont plus ou moins concernés par le phénomène d'extrémisme violent. Peut-être que je suis trop long pour l'introduction. D'accord. Alors, monsieur Ahmad Adoum, est-ce que vous avez un autre élément de réponse à donner en ce qui concerne l'extrémisme violent? Comme l'a dit tout à l'heure le directeur pays de Voice for Peace, il est difficile de trouver une définition universellement acceptée. Mais à mon niveau, je pense que quand on parle de l'extrémisme, je vois un peu un ensemble de croyances et d'actions de personnes qui utilisent ou qui soutiennent les terrorismes pour atteindre des objectifs soit politiques, religieux ou économiques. Donc c'est un ensemble de croyances. Je pense que il n'y a pas une définition standard ou une définition universellement reconnue pour définir un peu ce que c'est que le terrorisme. Donc chacun peut aller de sa manière, de sa façon pour définir le terrorisme. Et donc comme l'a dit tout à l'heure le DP de Voice for Peace, les gens sont en train de vouloir uniformiser la définition pour que ça soit de manière générale une définition consensuelle. D'accord. Alors, monsieur Abbas, êtes-vous d'accord avec les définitions données par monsieur Sianka et monsieur Adoum, ou avez-vous une autre définition à donner par Merci. Relativement, moi je remonte cette expression d'extrémisme violent à un fait qui est une définition. Si on ne donne pas une définition en tant que telle, comme universelle, où tout le monde va s'accorder, on va dire que l'extrémisme violent aujourd'hui, c'est un phénomène qui gangrène notre société. La région ou la sous-région tout entière. C'est d'abord arriver à un point d'extrême. Arriver à un point d'extrême, lorsqu'on pose un acte, c'est extérioriser, ça veut dire aller au bout de ce qu'on veut. Moi, par exemple, je crois en quelque chose, je me fiche à quelque chose et que je dis, il faut que ce que je me donne comme idée ou comme une idéologie doit être aussi partagé par l'autre. Alors, comme a dit Ahmad Adoum tout à l'heure, ça s'étend sur plusieurs domaines. On ne peut pas seulement parler du phénomène extrémisme violent dans un seul domaine. Ça peut être politique, ça peut être économique, social. Mais le cas que nous avons ici, c'est le cas religieux. Et j'ai joint également ici le DP Siaka lorsqu'on parle d'un phénomène qui ne peut être défini universellement. Mais néanmoins, jusqu'à là, on peut dire que vraiment c'est une conviction que les uns les autres en ont, d'une conviction donnée, et cette position, vaille que vaille, les gens veulent que les autres également partagent ou alors adhèrent à cette idée, où on voit que ce qui n'est pas adhéré ou ceux qui n'adhèrent pas à cette idée, ils ne sont pas avec nous, et ça va pousser maintenant vers la radicalisation ou le terrorisme ou alors d'autres phénomènes qui poussent à la violence. D'accord. Alors je rappelle à nos fidèles téléspectateurs qu'ils peuvent participer à cette émission en envoyant tout simplement des messages sur le 66 78 37 37. Vous pouvez également réagir via le WhatsApp de 63 08 41 77. Je reste toujours avec M. Abbas. Vous êtes directeur de la radio Al-Coran. Alors dites-nous, quel est le rôle que le média peut jouer pour lutter contre ces fléaux? Est-ce que dans vos... Vous avez quelque chose à dire? Oui, je pense qu'avant d'arriver même au rôle de médias, je pense que nous devons comprendre davantage le concept même de l'extrémisme violent avant peut-être qu'on arrive même à l'apport. Je pense que ce que nous venons de dire est aussi vrai, mais il y a quelque chose qui bien souvent on oublie. L'extrémisme violent en tant que tel, en soi, n'est pas une... Peut-être je vais me corriger. L'extrémisme en soi n'est pas un problème. Comment vous expliquez cela? En fait, c'est que
je pense, chacun a sa conviction. En tant qu'être humain, si vous n'avez pas vos convictions, si vous n'avez pas vos valeurs, si vous ne défendez pas quelque chose que vous pensez être sacré pour vous, vous n'êtes pas un être humain. Donc en soi, ce n'est pas là le problème. C'est quand ça devient violent. C'est que moi, j'ai mes convictions, j'ai mes croyances. Ce n'est pas le problème. Le problème commence lorsqu'on parle de l'extrémisme et qui prend le pas vers la violence. C'est que justement, ces personnes-là, en plus de croire pour soi-même, imposent leurs croyances ou veulent imposer leur philosophie et leurs croyances à d'autres personnes qui ne partageraient pas la même. Et là aussi, ce n'est pas le problème. Parce qu'on peut discuter, on peut en parler, on peut juste exposer ses points de vue. Et ça, ce n'est pas le problème. Ça devient un problème lorsqu'on veut forcer une autre personne qui n'est pas d'accord à adhérer à cette idéologie. Si vous n'adhérez pas, vous êtes mon ennemi et vous n'avez pas droit à l'existence. Et j'ai le plein droit de vous éliminer, de vous faire le mal que je pense être nécessaire parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et c'est ça le problème pour lequel je pense que les gens parfois ont peur quand on en discute. C'est comme si finalement avoir une conviction est un problème. Non! Une personne qui n'a pas de conviction, pour moi, elle n'existe pas. Et donc, je crois que c'est nécessaire d'éclairer d'abord le fait que d'avoir une conviction, ce n'est pas un problème. De vouloir partager sa conviction avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas un problème. Mais c'est lorsque vous voulez amener cette personne qui ne partage pas votre conviction et de la faire avec la violence. Ça peut être une revendication. Il y a tous les jours, la vie c'est composé de revendications. Les syndicats sont là, ils revendiquent des choses. Et les partis politiques revendiquent des choses. Mais lorsqu'on fait appel à la violence, c'est là qu'on est dans le sujet de l'extrémisme violent. Je pense que c'est juste nécessaire de repréciser. Peut-être que j'exagère dans les... Pas tellement exagéré, mais je ne partage pas tellement parce que lorsqu'on dit extrémiste, tout à l'heure j'ai dit, pour parler de l'extrémisme, on parle de l'extrême. L'extrême, c'est-à-dire, je parle de bout, c'est-à-dire d'exagération. Il y a exagéré. On ne peut pas parler d'extrémisme si on n'exagère pas. C'est-à-dire, si j'ai une conviction à faire quelque chose, et que cette conviction s'arrête sur moi, d'accord, mais là, je ne suis pas arrivé à l'extrême. Si j'arrive à l'extrême où on parle de l'extrémisme violent, je peux relativiser un peu les choses. Ici, je me vois alors d'un droit quelconque à cette chose-là, et que je vois également les autres doivent aussi adhérer à cette conviction. Et si je pense ainsi, et là je joins les deux P, si la façon de penser, c'est déjà un souci. Si je pense de cette manière, alors j'arrive à l'extrémisme. Et ajouter violence, c'est autre chose. Tout à l'heure, votre question sur les médias ou la radio Al-Quran que je représente, généralement les radios sont des courroies, ou les médias en général sont des courroies de transmission ici dans le cadre de l'extrémisme violent. Parce que dans notre cas de figure, pour la radio Al-Quran par exemple, il y a des organisations, puisque, disons-le, l'extrémisme violent que nous combattons en ce moment dans la région de lac Tchad, ou bien dans le Sahel, ou partout dans le monde, est lié à la religion. Ça, il faut le dire. Parce qu'il ne faut pas vraiment se cacher de la face, parfois jouer la politique d'Autriche pour ne pas dire quoi que ce soit. C'est lié à la religion, c'est lié à l'islam. C'est posé au nom de l'islam. Des actes qui sont posés au nom de l'islam. Pour ça, les religieux, en tant que religieux, ont vraiment des choses à faire. Et ce que ces religieux font pour contrer en fait cette idéologie, ce n'est qu'une idéologie. L'autre pense que moi je suis sur le bon chemin, et les autres doivent me suivre, les autres doivent être comme moi, ils doivent prier comme moi, ils doivent penser comme moi, ils doivent faire leur dogme comme moi. Et cette façon dogmatique éternise un peu les choses et fait que vraiment l'extrémisme veut, à coûte que coûte, l'autre joint son rang. Alors les religieux, dans le cadre soit des organisations de la plateforme qui regroupe toutes les congrégations religieuses au Tchad,
que ce soit dans les cadres du Conseil supérieur affaires islamiques, parce que la radio Al-Quran, c'est une radio du Conseil supérieur affaires islamiques. Les activités menées, nous relayons cette activité. Les activités menées, par exemple, par le programme Voix de la paix, nous relayons cette activité. Donc ça, c'est le premier rôle. Nous relayons en tant que médias, radio de proximité, les activités menées par les autres entités à contrer l'idée de l'extrémisme violent. Nous relayons ces activités à travers les émissions, à travers la parole que nous donnons à ces ulémas ou à ces personnes qui sont censées de sensibiliser plus la population. Nous relayons ça, c'est le premier rôle. Bien sûr, peut-être je vais revenir sur aussi le rôle de sensibilisation et d'éducation que nous jouons en tant que radio. D'accord. Est-ce que vous avez un programme consacré à cela ou bien vous consentez à relayer les activités du projet? Tous les programmes que nous mettons en ce moment, c'est centré sur relayer en fait notre vision en tant que radio pour la voie du juste milieu. La voie du juste milieu n'est ni extrême, ni excès, ni aussi s'abattre à un point ou délaisser. Non, c'est le juste milieu qu'on dit ici, c'est savoir pratiquer son dogme religieux, pratiquer ses enseignements religieux dans la norme des choses. Alors, ici, toute une panoplie de programmes qui aident en fait à sensibiliser plus, à informer plus, à éduquer plus la population. D'accord, Monsieur Sianka, Monsieur Abbas a parlé des activités, de vos activités que la radio essaie de relayer. Quelles sont ces activités? Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces activités? Je pense d'abord, pour répondre précisément à votre question, il est important de faire connaître quand même à vos téléspectateurs la définition de la radio. D'accord. Et peut-être chuter sur le projet. Tout média a d'abord plusieurs rôles. Il a son rôle d'information. Peut-être ça, c'est ce que les gens font le plus, informer la population, sans déformer, juste passer l'information. Mais comme on le sait, beaucoup de médias aujourd'hui ont compris que là, c'est le premier rôle. Mais il y a l'autre rôle qui est la sociabilité du média. Et quand on dit ça, ça regroupe le fait que le média est dans une société, elle parle et elle incorpore dans ses programmes tout ce qui se passe dans la société et naturellement essaie d'ouvrir un chemin qui est un chemin on va dire, médian pour arriver à ce que, quoi qu'il se fasse, que ça s'arrête au niveau débat et que le débat ait lieu. Et là, je suis heureux de constater que tous les médias aujourd'hui, presque au moins, ont compris ce rôle qui n'est pas seulement d'informer. On est dans la sensibilisation, on est dans la conscientisation, et ça c'est vraiment aujourd'hui qu'on ne peut pas dénier ce rôle aux médias. De ce fait-là, le phénomène de l'extrémisme violent ne peut pas être occulté en toute logique par les médias. Ce n'est pas possible aujourd'hui qu'un média sérieux puisse ne pas tenir compte dans ses programmes de ce phénomène de l'extrémisme violent. Sinon, ça signifie qu'elle passe à côté des faits des sociétés aujourd'hui qui, depuis 2015, malheureusement, est là et qui fait que nous, en tant que pays, nous devons réagir. Le programme, pour arriver au projet Voix de paix, le projet Voix de paix est donc un projet qui vient appuyer les efforts gouvernementaux dans la lutte contre l'extrémisme violent. Je dis appuyer et je souligne ça. Ça signifie que le gouvernement, en tant qu'autorité, dans son rôle régalien, a tout ce qu'il faut pour assurer la paix et faire en sorte que la lutte contre l'extrémisme violent soit son affaire. Mais puisque le gouvernement ne peut pas tout faire, les projets comme le nôtre viennent en appui de ce que fait le gouvernement. Et c'est ce que nous faisons au travers justement des médias. Et pour les activités, il y en a beaucoup,
mais essentiellement pour nous tourner vers les médias, puisque c'est de ça qu'il s'agit, nous avons beaucoup d'émissions qui sont enregistrées et diffusées dans les radios, très clairement, et avec justement un timing précis, diffusées pas beaucoup en français, je vais dire plutôt comme ça, oui, mais en arabe, oui, et plutôt en langue locale. Donc c'est les langues qui sont plus ou moins concernées par le phénomène, et on utilise donc ces émissions pour ça. On a aussi les feuilletons radiophoniques qui est mis en place et qui est des épisodes réguliers qui exploitent justement et met sur scène sur là on est à 230 épisodes qui sont enregistrés et en train d'être diffusés, et ça va encore continuer. Et ces épisodes justement abordent tous les sujets de l'extrémisme violent d'une certaine manière et d'une manière sociétale, dans le sens de dire comment la chose est née, comment est-ce qu'on peut lutter ensemble, comment, et là je ne vais pas entrer dans les détails, mais voilà un peu ce que nous faisons en dehors des activités de formation, en dehors des activités d'appui aux médias, parce que justement nous appuyons des médias dans leur rôle, pour justement qu'ils essaient de jouer le rôle que j'essayais de définir tantôt. D'accord. Alors, Monsieur Adoum, Monsieur Siaka vient d'affirmer qu'aujourd'hui, les médias mettent au centre de leur activité l'accent sur cette thématique. Vous êtes le représentant de l'Observatoire des médias. Est-ce que vous confirmez cela? Vous êtes sur le terrain. Est-ce que c'est ce qui se passe? Oui, bon, je confirme ce que le directeur pays vient de dire, parce que il n'y a pas longtemps, on était à Voice for Peace, l'Observatoire des médias pour la prévention de l'extrémisme violent et de la radicalisation. C'était en février, à peine on a dépassé une année, grâce à Partenariat pour la paix, P4P, nous avons regroupé les journalistes de la presse privée, les journalistes de la presse publique, l'Union des journalistes du Tchad, les journalistes des radios communautaires, à l'effet de leur donner une formation sur ce que c'est que l'extrémisme violent et la radicalisation. À l'issue de cette formation, c'est à l'issue de cette formation qu'on avait mis sur pied l'Observatoire des médias pour la prévention de l'extrémisme violent et de la radicalisation. Et dans les jours qui viennent, au début du mois de mars, on veut former un noyau de formateurs tchadiens qui, à leur tour, vont faire les tours des radios communautaires dans les provinces, parce qu'il faut rappeler que l'Observatoire des médias est représenté dans presque toutes les régions du Tchad. Et comme l'a dit tout à l'heure aussi M. Abbas, l'extrémisme violent, ce n'est pas seulement une seule localité, parce que c'est pratiquement toutes les régions qui sont concernées par l'extrémisme ou la radicalisation. Et donc, on doit prendre déjà le taureau par les cornes afin que les médias jouent pleinement leur rôle de sensibilisateurs et d'éducateurs. Donc, ce que le DP vient de dire tout à l'heure, c'est une réalité. Et on connaît le rôle que doivent jouer les journalistes et que doivent jouer les médias. Et donc, on est sur ces chemins, et dans les jours à venir, ce qui est en train d'être fait aujourd'hui doit être redoublé, voire même triplé. D'accord. Alors, M. Siaka, c'est vrai qu'aujourd'hui, les médias s'impliquent beaucoup plus dans la lutte contre l'extrémisme. Est-ce que cela suffit? Qu'est-ce qui reste encore à faire? On n'est jamais suffisamment impliqué. Ça, c'est déjà le premier point, parce que aussi longtemps que le phénomène continue, ça signifie qu'on va continuer encore. Et les médias doivent continuer dans ce rôle-là. Je pense que, comme le représentant de l'Observatoire a essayé de le dire, il y a une chose importante, c'est que la formation des hommes de médias dans la thématique
de l'extrémisme violent est très important aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, comme dans beaucoup d'autres domaines, vous ne pouvez pas, si vous ne maîtrisez pas la donne, vous mettre à parler de l'extrémisme violent et des conflits communautaires ou des choses comme ça, sans peser les mots, sans savoir quel est le juste mot qu'il faut utiliser, puisque ce sont des sujets sensibles, la vie des hommes sont en danger. Donc à ce moment-là, chaque jour, rappeler ces choses à ces hommes de médias devient quelque chose de primordial. Donc la formation que je peux appeler la formation continue reste d'actualité. Et c'est ce que presque tous les projets qui interviennent, et nous faisons aussi pour accompagner justement ces hommes de médias dans la formation et la prise de conscience qui sont dans leur rôle continuel d'aborder ce sujet. Ne pas laisser ce sujet-là simplement pour dire c'est le rôle de l'État de s'occuper de ça. Non, c'est amener à ce que le média qui représente virtuellement la population puisse se dire quelle est la préoccupation de la population et qu'est-ce que la population elle-même peut faire, et ça c'est au travers des médias. Sinon, on ratera beaucoup de choses. Je crois que la deuxième chose qui reste pour les médias, et peut-être que c'est nécessaire de le rappeler, c'est le fait qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de médias tchadiens ne sont pas très, très puissants sur les réseaux sociaux. Pourquoi cela, selon nous, en tant que projet, la prochaine formation que nous aurons à faire avec eux, c'est de les amener à être conscients qu'aujourd'hui, en tant que média, vous ne pouvez pas vous développer, vous ne pouvez pas passer plus de messages aujourd'hui avec des jeunes qui n'écoutent pas beaucoup la radio et qui sont davantage sur les réseaux sociaux. Et si vous développez vos pages, soit sur Facebook, soit sur Twitter, soit là, vous êtes certain qu'en plus de la traditionnelle radio, vous avez un public qui est jeune aujourd'hui et qui peut vous suivre et suivre vos activités. Et donc ça fait partie peut-être des choses qui demandent une amélioration de la part des médias pour permettre à ce que le message qu'ils ont, et qu'ils le font très bien, mais puisse aussi toucher le public jeune. On insiste dessus parce qu'aujourd'hui, la jeunesse qui n'est pas suffisamment sensibilisée contre l'extrémisme violent, on le disait il y a quelque temps, bien souvent, les recruteurs utilisent les réseaux sociaux pour les atteindre. Et si les médias aussi peuvent utiliser ces réseaux sociaux pour les contrer, ce serait l'idéal. Et je pense que beaucoup de médias ont déjà leur page et certains même font du direct là-dessus, mais c'est quelque chose qui vraiment pour moi peut être un plus dans leur rôle déjà. D'accord. À vous entendre parler, vous avez déjà eu à organiser des formations à l'endroit des journalistes. Quels étaient les modules? Oh, ça c'est plusieurs. C'est plusieurs modules. On se focalise d'abord, les quelques modules qui me viennent en tête, la déontologie. Très important. Il faut que le journaliste se rappelle, ce n'est pas qu'on leur donne ça, mais ce sont des professionnels, mais on rappelle quelques principes de déontologie, mais aussi, par exemple, comment traiter, ça c'est un des thèmes qu'on a débattu il y a quelque temps, comment traiter justement les conflits intercommunautaires. Ok, un journaliste ne peut pas du jour au lendemain se mettre comme ça à traiter un conflit communautaire, peut-être en prenant parti ou des choses comme ça. Donc tout ça, on essaye de discuter ensemble pour qu'ils prennent conscience. L'autre chose, c'est maintenant arriver à l'extrémisme violent, comment traiter les problématiques de l'extrémisme violent, mais pas uniquement. Parce que quand on dit homme de médias, on voit journalistes, mais il y a aussi les techniciens radio qui sont là à côté. Comment les équiper, comment faire en sorte que ces techniciens radio aient de la technique nécessaire pour enregistrer les émissions, peut-être faire le vox pop, faire tout ce qu'il faut afin de supporter les producteurs qui sont à l'antenne. Donc ça, c'est vraiment ce que nous faisons. Mais aussi, nous prévoyons, par exemple, pour cette année encore, de former même les conseils d'administration des radios, les directeurs des radios, dans le sens que chacun connaisse son rôle.
parce que diriger une radio, c'est ces deux ensembles qui le font, et bien souvent c'est nécessaire qu'ils puissent aussi discuter de comment faire. Donc voilà un peu il y en a beaucoup, mais bon, voilà ce que je peux... Ouais. D'accord, Monsieur Abbas, pensez-vous que les médias ont assez d'outils nécessaires pour leur permettre de faire le travail? C'est vrai qu'aujourd'hui, ils s'impliquent avec leurs moyens de bord. Bien, c'est vrai, le problème d'outils, c'est un problème vraiment crucial dans la vie de tous les médias. Les moyens manquent. La précarité de faire vraiment un travail professionnel, c'est-à-dire manque de formation, ça a été relevé de par les uns et les autres. C'est un phénomène vraiment qui veut un peu faire le frein au bon exercice ou bien à la bonne manière des médias de faire leur travail. Nous souhaitons, je ne sais pas comment l'exprimer, mais nous souhaitons vraiment que ces médias aient vraiment les moyens conséquents pour arriver en fait à jouer pleinement leur rôle et vraiment jouer leur rôle dans le cadre de la sensibilisation et de conscientisation de la population face à ces phénomènes qui gangrènent la population. D'accord. Alors, Monsieur Amat, c'est vrai que les médias n'ont pas assez d'outils, ils sont confrontés à beaucoup de problèmes, comme l'a dit M. Abbas. C'est vrai qu'il y a des projets qui viennent en appui, en formation et tout ça. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour pouvoir aider les journalistes à mieux faire leur travail? Vous savez, comme tout à l'heure, quelqu'un a rappelé dans ses interventions, la communication, c'est l'un des éléments, l'un des outils. C'est un principal outil qu'utilisent les radicaux pour, à travers les outils de la communication et les plus modernes, à savoir le cinéma, les réseaux sociaux, mais aussi l'audiovisuel pour recruter les disciples, pour recruter les combattants et les sympathisants. Et ces groupes radicaux ont assez de moyens pour faire la communication. Et donc, au niveau du Tchad, dans un pays comme le Tchad, les journalistes doivent être à mesure de faire des analyses objectives et approfondies du contexte. Pour cela, il lui faut une formation. Il lui faut une formation, exactement. Voilà. C'est ce qu'on est en train de réfléchir sur comment faire pour outiller les journalistes afin qu'ils puissent faire des analyses objectives et des analyses approfondies du contexte, surtout quand il s'agit de la prévention et de la protection. Donc, à l'OMPREV, on a déjà notre plan d'action pour l'année qui vient de commencer il y a deux mois. Donc, dans le plan d'action, que je ne peux pas dérouler en 30 minutes, malheureusement. Un petit résumé. Donc, dans le plan d'action, on a mis l'accent sur la formation, le renforcement des capacités des journalistes, surtout les journalistes des radios communautaires. Parce que tout à l'heure, le directeur pays a dit, beaucoup de leurs programmes, c'est en langue. Et au Tchad, le taux d'alphabétisation est très bas. Et donc, les gens, avec les radios communautaires, il y a des émissions que les journalistes peuvent développer afin que le Tchadien lambda puisse être sensibilisé et pour que le Tchadien lambda puisse cerner les contours de l'extrémisme violent ou de la radicalisation. D'accord. Monsieur Siaka, vous avez parlé tantôt de vos activités dans les radios en langue. Vous avez parlé seulement de l'arabe. Est-ce qu'il y a encore d'autres langues? Puisque le Tchad est un pays qui compte plus de 200 quelques ethnies, est-ce que vulgariser les informations à travers seulement la langue arabe? J'avais voulu citer, mais après je me suis juste retenu pour peut-être ne pas heurter
Mais il y a une raison pour laquelle on ne diffuse pas dans toutes les langues. Sinon, c'est 250 langues. Au Tchad, on sait que ça, ce serait naturellement difficile. Mais en fonction du public cible, nous avons l'arabe local que nous utilisons énormément. Mais on a aussi, pour la région, par exemple, du lac, c'est les langues parlées dans la région du lac. Et ça, c'est le Kanembu, c'est le Boudouma, c'est le Fulbe, mais dans une petite mesure, et nous sommes en train de vouloir l'essayer. Et tout ça dans le sens de créer une synergie dans les communautés afin que les communautés se sentent concernées par la chose publique. Parce que autrement, en fait, nous ne sommes pas allés, qu'est-ce qui cause la radicalisation, qu'est-ce qui cause l'extrémisme violent, on n'est pas allé là-bas. Mais pour la plupart des cas, c'est que les gens les plus délaissés, les gens les plus frustrés sont les proies les plus faciles aux organisations de l'extrémisme violent pour les recruter. Donc, notre travail en tant que projet, c'est justement de contrer ces discours auprès de ces communautés qui peuvent être des communautés cibles dans le recrutement par les agents de l'extrémisme violent. Donc c'est un peu le rôle. Dans le sens de ce qui peut être fait, je reviens un tout petit peu pour peut-être donner mon opinion encore, ce qui peut être fait, et ça c'est au quotidien que nous constatons, nous travaillons justement avec beaucoup de radios communautaires. Et ces radios communautaires, pour la plupart, pas seulement parce que ce sont des radios communautaires. D'ailleurs, les hommes de médias en général, ou les médias en général, souffrent d'un vrai problème de budget. Et plus encore dans les radios communautaires, où c'est le bénévolat bien souvent qui est de mise. Et quand vous travaillez sur le bénévolat, vous pouvez former quelqu'un aujourd'hui, ben demain il a trouvé un autre travail, il est parti. Donc vous êtes obligé de reprendre la formation sur l'autre personne qui vient parce qu'il n'y a pas une certaine fidélisation et nous ne pouvons rien y faire. Et donc s'il y a vraiment des choses ou des actions à mener, c'est aussi penser à ces genres de situations où je pense que très logiquement dans les... je pense que c'est dans la loi qui concerne la réglementation des médias. Il y a des cotations ou des quotas qui sont prévus peut-être pour aider le fonctionnement des médias et ce serait plus que jamais nécessaire, surtout pour des radios communautaires qui souffrent énormément et pourtant ce sont des médias qui sont très prisés dans les communautés parce que c'est justement au travers de ces médias que les communautés se reconnaissent plus facilement. Donc voilà ce que je voulais aussi rajouter sur ce qui peut aider encore les médias. D'accord. Vous intervenez dans les régions du lac et à N'Djamena seulement ou bien au sud aussi. Au sud aussi. Voilà, et donc voilà, je m'étais arrêté simplement dans la région du lac, mais nous faisons aussi des émissions en Sara et je pense que Sara en général, pour ne pas rentrer dans les groupes Sara. Pour la région du sud en général, nous intervenons pour notre projet. On est dans la région du Logone occidental. Et puis le Moyen-Chari. Et ce qui fait que justement, ces communautés-là, avec les radios qui sont dans ces communautés, nous utilisons leur langue pour leur faire passer le message pour que ce soit compris. Nous évitons d'utiliser beaucoup le français parce que justement, notre projet à nous s'adresse à des communautés. Et comme l'a si bien dit M. Amat, là, au niveau de taux d'alphabétisation étant faible, parler en français, c'est prêcher dans le désert. Donc nous utilisons des langues que ces communautés parlent. Oui, d'accord. Monsieur Abbas, nous tendons tout doucement vers la fin de cet entretien. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera un jour à éradiquer, ne serait-ce que... atténuer un peu le taux de l'extrémisme violent au Tchad? Si oui, en faisant quoi exactement, concrètement? Bien, pourquoi pas? Parce qu'il y a un autre aspect dans le terme extrémisme violent, il y a la prévention de l'extrémisme violent. Et peut-être on n'a pas abordé beaucoup plus ce côté prévention. Du moment où on fait une prévention à cet extrémisme violent, et faire la prévention, c'est quoi? C'est anticiper en fait une situation de paix.
anticiper une situation de cohabitation, sensibiliser plus la population, changer la mentalité de cette population. Alors avec ces sujets, on peut arriver, on espère bien, parce que c'est un travail vraiment qui peut être fait bien en avant. La population mieux conscientisée, mieux sensibilisée, la cohabitation pacifique entre les communautés, l'exclusion ou la pauvreté. Il y a aussi des organisations en général, d'une manière générale, les gens sont accordés que vraiment les lits de l'extrémisme, c'est aussi la pauvreté. Oui. La pauvreté avec tous ces aléas, en luttant contre ces phénomènes de la pauvreté, bien sûr par des organisations, et aussi les médias peut-être ici, leur rôle de jouer plus, de sensibiliser plus, d'éduquer plus, d'appeler plus les gens. Et cette prévention, si vraiment ça prend sa forme réelle sur le terrain, arrive à anticiper la situation et une vie paisible de la citoyenneté ou des citoyens, pourquoi pas, on peut arriver à endiguer ces phénomènes. C'est un phénomène parmi tant d'autres qui ont traversé ces mondes, et puis toujours il y a une solution à ces choses, même si ça prend du temps. Il y a toujours, parce que les gens y travaillent, et tant que les gens y travaillent, on va arriver à ça. On va y arriver. Parce que la prévention, elle est vraiment détaillée également. D'accord. Êtes-vous d'accord qu'on arrivera un jour à éradiquer ce fléau en mettant l'accent bien sûr sur la prévention? Oui, effectivement, rien n'est impossible. Parce que à L'Homme Preuve, nous, on a une philosophie qui dit que l'indépendance et la neutralité requis d'un journaliste doivent l'amener souvent à s'interroger constamment sur ses propres choix à lui, le journaliste. Et aussi sur les impasses vécues et sur les aveuglements subis, mais aussi les a priori déroutants. Donc, le journaliste a cette responsabilité de conduire les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs à bien cerner le danger que constitue l'extrémisme violent. Et quand tout le monde s'accorde sur une définition, et quand tout le monde connaît les dangers que constitue l'extrémisme violent, on arrive à la déradicalisation. D'accord. C'est-à-dire le fait contraire. D'accord, monsieur Siaka, qu'est-ce que le projet Voix de paix fait exactement pour prévenir l'extrémisme violent? Ben, c'est déjà ce débat. D'accord. Et je pense que est-ce que nous pouvons contribuer davantage? Oui, forcément. Mais comme je le dis, hein, c'est un apport. C'est un apport des efforts du gouvernement. Mais j'aimerais, par rapport à la question précédente, revenir sur le fait que est-ce qu'on peut éradiquer, c'est tout le souhait de chacun. Quand nous comparons aujourd'hui la situation du Tchad avec les pays voisins, sans offenser aucun autre pays, nous allons nous rendre compte très facilement que la situation sécuritaire dans ce domaine pour le Tchad, on est en avance sur les autres pays. D'accord. L'actualité le prouve. Nous connaissons une remontée des activités violentes dans les autres pays limitrophes, alors qu'au Tchad, nous sommes quand même dans une certaine accalmie par le fait simplement que le gouvernement fait beaucoup d'efforts dans la partie militaire pour contrer tout ce qui peut arriver et déstabiliser la sécurité de la population, mais aussi grâce, il faut le dire, à certains efforts des organisations justement qui viennent en appui à côté de ces prouesses militaires pour aider les populations maintenant à penser, parce qu'en fait, comme je le disais, la frustration, toute frustration créée dans les communautés ou chez quelqu'un est un nid très favorable pour que quelqu'un puisse le détourner pour qu'il revienne se venger. Et à ce moment-là,
là où le questionnement est-ce qu'on peut arriver à ne pas créer de la frustration? Ça, c'est le rôle de l'État de le faire. Si nous voulons vraiment, main dans la main, arriver à dire nous avons fait un pas réel dans l'éradication de l'extrémisme violent, il faut, dans la prévention, créer des conditions qui aient de moins en moins de frustration. Et de frustration, c'est dans tous les domaines. Des domaines socio-économiques, des domaines de développement, je vais dire même de développement socio-économique de base, pour que les populations puissent être dans une situation où ils ont d'autres alternatives que d'écouter le discours des extrémistes violents. Donc ça, pour nous, il est important d'associer la question militaire à la question du développement et à la question même de la mentalité de la population. Et quelqu'un disait, je vais citer ça parce que c'est le ministre de l'Éducation qui le disait, du Tchad, qui disait, si nous pouvons accentuer les efforts sur l'éducation, ça va beaucoup porter des efforts. Parce qu'une population mal éduquée ou non scolarisée, forcément, pour un oui, pour un non, elle est capable de rejoindre un camp et d'abandonner l'autre camp. Et donc, du coup, c'est difficile tant que je veux dire, tous ces domaines ne sont pas mis ensemble. Nous avons espoir que beaucoup de choses sont en train d'être faites et beaucoup de choses se feront encore. Et l'effort, justement, des partenaires et des ONG, c'est justement de supporter davantage cet effort gouvernemental dans le sens de la lutte, parce que nous pensons que c'est la seule manière aussi d'appuyer l'État, mais aussi de réellement lutter contre un phénomène qui est un phénomène sociétal et qui, pour le cas du Tchad, nous le connaissons, ce n'est pas un problème tchadien, c'est un problème d'un autre pays qui a peut-être envahi le Tchad d'une certaine manière, mais ça a envahi le Tchad encore une fois parce qu'il y avait des prémices, il y avait des situations qui étaient propices à ce que ce phénomène arrive. D'accord. Monsieur Abbas, nous tendons déjà vers la fin de cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce débat en ce qui concerne l'apport des médias dans la lutte contre l'extrémisme violent et surtout la promotion de la paix? Ce qu'on peut retenir de ce débat, nous avons mis sur la table que l'extrémisme violent est un phénomène qui est là. D'accord. Et ce phénomène qui est arrivé, qui est tombé sur nos têtes, l'un des moyens à prévenir ou bien à stopper est la sensibilisation. D'accord. L'éducation, ces rôles peuvent être joués par les médias. Ils sont en train de le faire en ce moment. Oui. Ils doivent faire plus. Et en faisant plus, on peut arriver à juguler ces phénomènes. Donc, au-delà de nos moyens, de nos médias qui sont rudimentaires, qui sont en précarité, les efforts doivent être faits. Par la présence des organisations partenaires, par l'appui du gouvernement et dans la sous-région même, on peut arriver à stopper ce phénomène. C'est parce que nous, en tant que médias, en tant qu'hommes de médias, on peut quand même contribuer plus pour mettre fin à ces phénomènes. D'accord. Monsieur Ahmad, quel serait votre dernier mot en ce qui concerne l'apport? Comme dernier mot, je vais toujours mettre l'accent sur la formation. Parce que la communication est utilisée, comme je l'avais tantôt dit, par les groupes extrémistes. Et pour cela, les journalistes également, en voulant faire l'analyse des messages véhiculés par les groupes extrémistes, doivent faire beaucoup attention et faire la part des choses. Donc dans leur analyse, à défaut de pouvoir faire des analyses et de véhiculer des messages violents, il faut que les journalistes puissent mettre certaines questions, soumettre certaines questions aux critiques des personnes qui sont crédibles et qui sont intellectuellement
outillés pour faire les décryptages. Donc, les journalistes ont appelé de temps à autre à faire des débats comme celui-là pour traiter les questions de la prévention et de la protection de l'extrémisme et de la radicalisation. D'accord. Alors, je finis avec M. Clément Sianka. Votre dernier mot en ce qui concerne l'apport des médias dans la lutte contre l'extrémisme. Je pense que les médias font déjà beaucoup d'efforts et ça c'est le lieu aussi de les remercier parce que je crois que les médias ont pris conscience que c'est un phénomène qui ne peuvent pas, n'est pas les traiter. Soit quand on dit médias, il faut les prendre dans son ensemble, il ne faut pas juste penser soit à la presse écrite ou aux radios ou aux télévisions, mais c'est vraiment dans son ensemble et c'est le lieu de le reconnaître et de saluer les efforts qui sont faits. Mais néanmoins, il y a beaucoup de choses encore qui restent à faire. Et cet effort-là, et c'est ce que nous voulons rappeler avec ce débat, pour permettre à ce que justement que chacun prenne conscience de son rôle. Et ce rôle est encore plus accentué quand on est média, parce que ce phénomène doit être combattu. Et si on doit s'associer, les médias ne doivent pas être du reste. Et à ce moment-là, je pense que la société tchadienne gagnerait forcément à voir les médias lever pour justement passer des messages, pas seulement attendre les projets, parce que si on attend que les projets, ça devient comme si c'était l'affaire des projets, pas attendre le gouvernement comme si ça devenait l'affaire du gouvernement. On doit être conscient que ce phénomène nous concerne tous et nous devons tous nous associer à combattre cela. Et pour ça, je reconnais, et ça je ne le redirai jamais assez, que les médias font déjà beaucoup d'efforts. C'est vrai que certains peut-être ne sont pas assez conscients, mais c'est aussi le rôle des uns et des autres de le rappeler pour que nous prenions tous conscience que l'extrémisme violent n'a pas de frontières. Si vous pensez que vous n'êtes pas concerné, c'est à ce moment que vous êtes le plus concerné. Si vous pensez qu'il y a une région qui n'est pas concernée, c'est à ce moment que la région serait le plus concernée. Parce que au moment où nous, on croit que les gens ne réfléchissent pas, de l'autre côté, eux aussi réfléchissent pour établir des plans, comment faire pour... Et c'est à ce moment que la prévention et l'utilisation des médias est très, très nécessaire. Et j'exhorte vraiment les hommes des médias à prendre conscience de ce rôle et qu'ils doivent le jouer. Aussi attention aux jeunes journalistes qui aiment trop ce qu'on appelle les scoops et l'exclusivité, parce que certains messages véhiculés par les idées extrémistes doivent être traités avec beaucoup de rigueur. D'accord, c'est bien noté. Voilà. Merci à M. Ado d'être passé. Merci M. Siaka. Merci également à M. Abbas. Ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci pour vos riches contributions sur ce thème. Merci également à nos fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Nous vous souhaitons un très bon week-end et à très bientôt pour un autre numéro de votre émission Le Débat. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir.